si tu échappais à un homme qui t'a kidnappé, t'a gardé enfermé pendant des heures chez lui, et il était sur le point de te mettre dans un avion, pour t'emmener dans une forêt où personne ne te trouverait, et tu courais pieds nus, menotté, dans la rue jusqu'à ce que la police arrive. Et ensuite, tu racontais tout en détail, avec le nom, l'adresse, le modèle de l'avion, et la police te regardait et te disait qu'elle ne te croit pas. Qu'un homme comme ça, père de famille, propriétaire d'une boulangerie, ne ferait jamais ça. Que tu étais probablement en train d'inventer tout ce que tu racontais. Une fille de 17 ans à Anchorage, en Alaska, a vécu exactement ça en juin 1983. La police l'a écartée, l'a renvoyée dans la rue et l'homme qu'elle avait dénoncé est resté libre. Ce qui s'est passé dans les mois suivants et ce qui a finalement forcé le système à écouter cette conversation. Phil est probablement le retournement de situation le plus improbable de tout le true crime américain. Je suis Marcos Campos et voici une histoire qui se déroule dans l'endroit le plus sauvage des États-Unis, l'Alaska, des années 70 et 80, où des femmes disparaissaient sans laisser de traces et personne ne les cherchait. Et il y a quelques questions dans cette affaire, d'accord ? Comment un boulanger timide et bègue est-il devenu le prédateur le plus méthodique que le FBI ait jamais vu ? Que faisait-il avec les victimes dans cette forêt ? Cela a même empêché des enquêteurs aguerris de dormir. Et le plus effrayant, que signifiaient ces X marqués au stylo sur une carte d'aviation que la police a trouvé cachée au chevet de son lit ? Reste avec moi, on va déchiffrer cette carte ensemble et enquêter sur cette affaire. Alors fais déjà le rituel habituel et passons aux faits. Pour comprendre cette histoire, mais tu dois d'abord comprendre ce qu'était l'Alaska à cette époque. Et regarde, ce n'est pas ce que tu penses, d'accord ? À la fin des années 70 et au début des années 80, l'Alaska était en pleine boom de l'oléoduc. Le gouvernement américain construisait un énorme pipeline de plus de 1200 km pour transporter le pétrole du nord de l'État jusqu'au port de Valdez. Cela a attiré une avalanche de travailleurs de tout le pays, des hommes qui venaient chercher des salaires élevés et qui, loin de chez eux, cherchaient à s'amuser. Avec les travailleurs sont aussi venus des gens qui voulaient gagner de l'argent grâce à eux. Des trafiquants, des escrocs et des femmes qui travaillaient dans le milieu de la nuit. Anchorage, la plus grande ville d'Alaska, était le centre de tout cela. Vous voyez cette ambiance de ville frontière comme dans un western moderne. C'est ça. Des bars pleins, de l'argent qui circule, peu d'ordre et beaucoup d'impunité. Et il y avait un détail qui rendait cet endroit particulièrement dangereux. La nature. À quelques kilomètres seulement du centre-ville, commençait la forêt la plus dense, la plus froide et la plus isolée du continent américain. Des rivières gelées, des montagnes sans sentier, des zones où aucun humain ne mettait les pieds pendant des mois. Si quelqu'un disparaissait là-dedans, on ne retrouverait jamais le corps. Et c'est exactement ce qui était en train de se passer. Entre la fin des années 70 et le début des années 80, des femmes ont commencé à disparaître à Anchorage. Ce n'était pas quelque chose qui passait aux informations. C'était quelque chose qui mobilisait la ville, parce que les femmes qui disparaissaient étaient, pour la plupart, des danseuses de club, de striptease et des travailleuses du sexe. Et à cette époque, à cet endroit, personne ne trouvait étrange qu'une fille qui dansait dans un bar de routier cesse soudainement d'apparaître. L'explication toute faite était toujours la même. Elle a dû partir, retourner chez elle, s'est mise avec le mauvais gars, et ainsi de suite. Ça arrive. Sauf qu'en septembre 1982, un groupe d'ouvriers qui faisait l'entretien d'une route près de la rivière Nick a trouvé quelque chose d'étrange. Dans une clairière, au milieu de la forêt, la terre avait été remuée d'une manière qui ne semblait pas naturelle. Quand ils ont creusé, ils ont trouvé des ossements. C'étaient les restes d'une jeune femme dans une tombe peu profonde. Elle avait été abattue avec des munitions de calibre .223, le même type de munitions utilisées dans des carabines de chasse de forte puissance. La femme a été identifiée. C'était Sherry Morrow, 23 ans danseuse dans un club d'Anchorage. Elle avait disparu. 1 an auparavant, personne n'avait signalé sa disparition. 1 an plus tard, en septembre 1983, un autre corps a été retrouvé dans la même région, également dans une tombe peu profonde près de la rivière Nick. Paula Golding, 30 ans, danseuse, disparue depuis 5 mois. Même munition. Les tirs provenaient du même fusil. C'est là que les choses sont devenues bizarres. Lorsque les enquêteurs ont croisé les dossiers de femmes disparues avec les cas de corps non identifiés retrouvés dans la région ces dernières années, le nombre a commencé à augmenter. 2, 4, 7.
toutes de jeunes femmes, la plupart liées à la vie nocturne, toutes disparues sans explication. Certaines retrouvées dans des fosses peu profondes, dans des zones isolées. D'autres jamais retrouvées. Et une chose en commun. Presque aucune d'entre elles n'avait pas de signalement de disparition. En fait, personne ne les avait recherchées. Et l'enquêteur qui a rassemblé toutes les pièces de cette affaire s'appelait Glenn Float. Il était détective chez les Alaska State Troopers, la police d'État là-bas. Et quand il a remarqué ce schéma, il a compris qu'il avait affaire à quelque chose de bien plus grand que des crimes isolés. Un prédateur sévissait dans cette région. Quelqu'un qui connaissait cette forêt, qui savait comment se déplacer dans des zones isolées et qui choisissait des victimes que le système n'allait pas chercher. Le détective Float a fait quelque chose que peu d'enquêteurs faisaient à l'époque. Il a demandé de l'aide au FBI, il a envoyé tout ce qu'il avait, les rapports d'autopsie, la balistique, les dossiers de disparition, quand ils existaient, n'est-ce pas? Il a envoyé tout cela à l'agent spécial John Douglas, qui travaillait à l'unité d'analyse comportementale du FBI. C'était une division qui en était pratiquement à ses débuts, en train d'être inventée à ce moment-là. Le détective Douglas était l'un des premiers profileurs criminels au monde. Ce sont les gars qui essaient de dresser un portrait psychologique, tu vois, d'un tueur à partir des indices qu'il laisse derrière lui. Et petite anecdote au passage, d'accord? John Douglas est le légendaire agent qui a inspiré la série Mindhunter. Tu le savais? Dis-le-moi en commentaire. Douglas a alors analysé le matériel et a développé un profil qui était terriblement précis. Il a dit que le meurtrier était probablement un chasseur expérimenté, qu'il avait une très faible estime de soi, qu'il avait un passé de rejet par les femmes et qu'il gardait des souvenirs, des crimes, des bijoux, des objets personnels, comme des trophées. Et il a ajouté un détail qui semblait anodin, mais qui a tout changé. Il a dit que le meurtrier bégayait probablement. Le détective Float a alors lu ce profil de son collègue du FBI et un nom est immédiatement monté en haut de la liste des suspects. Un nom qui était déjà apparu dans les dossiers à cause du témoignage d'une jeune fille de 17 ans des mois plus tôt que personne n'avait pris au sérieux. Robert Hansen était né en 1939 à Easterville, une petite ville de l'intérieur de l'Iowa. Le père était un immigrant danois qui possédait une boulangerie et c'était le genre d'homme qui croyait qu'on éduque son fils avec le travail et la discipline. Depuis son enfance, Robert se levait à l'aube pour travailler à la boulangerie de son père, même les jours d'école. Il était gaucher de naissance, mais son père l'a forcé à utiliser la main droite. Ce changement forcé a provoqué quelque chose qui allait marquer sa vie à jamais. Un bégaiement sévère qu'il n'a jamais réussi à contrôler. À l'école, Robert était invisible, et quand il n'était pas invisible, il était une cible. Il était maigre, avait le visage couvert d'acné qui laissait des cicatrices profondes et bégayait tellement qu'il évitait de parler. Les garçons se moquèrent de lui. Les filles l'ignoraient. Il n'avait pas un seul ami. Et quand les filles qui lui plaisaient se moquèrent de lui ou lui tournèrent le dos, Robert n'oubliait pas. Il gardait en mémoire chaque nom et chaque humiliation, et il nourrissait des fantasmes de vengeance. Seul, sans amis, sans petit ami, sans personne pour le regarder. Robert a trouvé quelque chose qui le faisait se sentir puissant. La chasse. Dans la forêt, une arme à la main. Il n'était plus le garçon bègue et boutonneux que tout le monde ignorait. Il était le prédateur. La chasse est devenue une obsession pour lui. Il développait des compétences de pistage. Il apprenait à se déplacer en silence et à attendre des heures dans une position jusqu'à ce que la proie apparaisse. Et chaque fois qu'il abattait un animal, il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti dans sa vie. Le contrôle. En 1957, à 18 ans, il s'est engagé dans la réserve de l'armée américaine. Il y est resté 1 an. Il est devenu instructeur de tir dans un centre d'entraînement. Il a rencontré une femme et s'est marié avec elle. Il semblait enfin que sa vie avait avancé, qu'elle s'était mise en place. Mais ce ressentiment qu'il portait depuis l'enfance n'était pas parti. En réalité, il était endormi et attendait. En décembre 1960, Robert a convaincu un collègue de la boulangerie de l'aider à incendier le garage des bus scolaires de la municipalité. C'était une vengeance contre le système scolaire qui lui avait permis d'être humilié pendant des années. Le collègue a ensuite avoué et Robert a été arrêté. Condamné à 3 ans, il a purgé 21 mois. Pendant son incarcération, sa femme a demandé le divorce et un psychiatre qui l'a évalué a posé un diagnostic qui allait s'avérer prophétique. Dépression maniaque, avec des épisodes schizophréniques, une personnalité infantile
et une obsession de se venger de ceux qu'il pensait lui avoir fait du mal. Après être sorti de prison lors de cet épisode, Robert s'est remarié. Il a eu 2 enfants. Et en 1967, il a fait quelque chose que beaucoup de gens font quand ils veulent recommencer. Il est allé aussi loin que possible de l'endroit où les choses lui rappelaient ce qui s'était passé. Alors il a déménagé en Alaska. À Anchorage, Robert Hansen a ouvert une boulangerie. Il faisait du pain, des pâtisseries, il était sympathique avec les clients. Il reprenait le métier de son père. Les voisins l'aimaient bien. Il participait à des compétitions de chasse à l'arc. Bien sûr, il gagnait. Il a battu des records locaux. Le salon de sa maison était décoré de trophées et de têtes d'animaux empaillées accrochées au mur. Il avait l'air d'un homme accompli en somme. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? En décembre 1971, Robert Hansen a été arrêté 2 fois en l'espace de quelques semaines. Il a enlevé et tenté de violer une femme au foyer, puis violé une travailleuse du sexe, utilisant une arme et des menottes à chaque fois. Condamné à 5 ans de prison, il n'a purgé que 6 mois avant de retrouver la boulangerie et sa famille. Il est retourné au concours de chasse, et c'est là qu'il a commencé à tuer. Sa méthode reposait sur tout ce qu'il avait appris dans sa vie. La patience de la boulangerie, la précision de la chasse et la connaissance de l'Alaska sauvage. Hansen choisissait des femmes qui travaillaient dans les bars et les clubs de la 4e avenue, la rue la plus animée de la vie nocturne d'Anchorage. Il offrait de l'argent. Quand la femme montait dans sa voiture, il sortait son arme et les menottes. Il l'emmenait chez lui, là où sa femme et ses enfants n'étaient pas présents. Parfois en voyage, parfois simplement à l'étage, pendant qu'il gardait la victime au sous-sol. La maison avait une pièce insonorisée. Après des heures de violence venait la partie qu'il avait planifiée depuis le début. Il mettait la victime dans la voiture et conduisait jusqu'à l'aéroport Merrill Field. Là, il gardait son avion privé, un Piper Super Cub, de ceux qui peuvent atterrir sur n'importe quel terrain, tu sais. Ensuite, il mettait la femme dans cet avion. Il décollait et volait jusqu'à une zone isolée dans la région de la rivière Kenai. Là-bas, il avait une cabane isolée entourée par la forêt. Et là, il relâchait la femme, littéralement. Pour que tu comprennes le sens. Imagine une forêt de la taille de pays entiers, sans route, sans sentier, sans réseau mobile, sans aucun être humain, dans un rayon de dizaines de kilomètres. Des températures pouvant passer sous zéro. Des rivières gelées et une femme pieds nus, sans vêtements, frigorifiée, sans aucune ressource, courant entre les arbres. Derrière elle, avec un fusil Mini-14 calibre .223, le même type d'arme utilisé par les militaires. C'était Robert Hensley qui venait. Il marchait lentement, sans se presser. Il suivait des traces de pas dans la boue, des marques sur des branches cassées, écoutant la respiration haletante entre les arbres. Il ne la poursuivait pas. Il ne poursuivait pas sa proie. Il chassait. Voici peut-être l'aspect le plus troublant de toute cette affaire. Pour Hensley, tuer n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était la chasse. Le moment où il était dans la forêt avec son arme, poursuivant une personne qui s'enfuyait devant lui. C'est ce qu'il recherchait. C'est là qu'il trouvait un plaisir morbide. La sensation de pouvoir absolu. Le garçon bègue que les filles ignoraient décidait maintenant qui allait vivre et qui allait mourir. Quand il avait fini, il enterrait le corps dans une tombe peu profonde. Il prenait un objet personnel de la victime, une boucle d'oreille, un collier, un bracelet. Et il retournait à l'avion. Il atterrissait là-bas, à Anchorage, il rentrait chez lui, il gardait le trophée. Et il ouvrait la boulangerie le lendemain. Et il y avait encore une chose, d'accord? Hensley gardait une carte aéronautique de toute la région. Tu sais, ces cartes que les pilotes utilisent pour la navigation aérienne? Visuelle, c'est ça. Et sur cette carte, chaque endroit où il avait tué et enterré quelqu'un était marqué d'un petit X. Entre 24, il y avait 24 marques. Tu te souviens de la question que j'ai posée au début de l'épisode? Qu'est-ce que tu ferais si tu disais la vérité et que personne ne te croyait? Cette fille a existé. Elle s'appelait Cindy Paulson. Elle avait 17 ans et elle travaillait dans la rue à Anchorage. Un soir, Hensley s'est arrêté à côté d'elle en voiture et il lui a proposé $200. Cindy est montée dans la voiture. Il a aussitôt sorti une arme, l'a menottée et l'a emmenée chez lui. Une maison bleue, dans une rue résidentielle tranquille, près d'un centre pour anciens combattants. Il y avait un chien noir dans le salon. Hensley l'a emmené au sous-sol
Il a attaché une corde autour de son cou, il a fixé l'autre extrémité de la corde à une table basse, et il a fait ce qu'il faisait avec toutes les autres. Les heures passaient. Hensley a montré à Cindy sa collection de trophées de chasse accrochés au mur du salon. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose qui a probablement sauvé sa vie. Les trophées, les certificats, les prix encadrés, son nom complet y était inscrit. Hensley avait dit qu'il s'appelait Don. Et Cindy a vu que son vrai nom était en fait Robert Hansen. Et à ce moment-là, elle a compris qu'il allait la tuer. Parce que maintenant, elle savait qui il était. Alors elle a décidé que si une chance de s'échapper se présentait, elle allait tenter sa chance. Vers 5 heures du matin donc, Hansen a mis Cindy dans sa voiture et il a conduit jusqu'à l'aéroport. Il s'est garé à côté de l'avion, il est sorti de la voiture et il a ordonné à Cindy de rester immobile. Il a dit que si elle bougeait, il allait la tuer. Puis il s'est retourné pour faire le plein et charger l'avion. À ce moment-là, Cindy s'est jetée sur le siège du conducteur. Elle a ouvert la porte avec ses pieds parce que ses mains étaient menottées. Elle est tombée sur l'asphalte, puis a couru. Hansen s'est retourné et il a vu la fille s'enfuir, mais il ne l'a pas poursuivie. Il a peut-être estimé que poursuivre une fille menottée, courant dans une rue publique à 5 heures du matin, ça attirerait trop l'attention. Cindy a été secourue par un routier, appelé Robert Yount, qui l'a emmenée jusqu'à un motel. La police est arrivée, ils ont écouté son histoire, ils sont allés à l'aéroport, et Cindy a désigné l'avion de Hanson. Un agent de sécurité de l'aéroport a confirmé qu'il avait vu la voiture garée là, et il avait noté la plaque d'immatriculation. Mais quand ils ont confronté Hansen, il a affirmé que la fille était une travailleuse du sexe, qu'elle avait tenté de lui extorquer de l'argent et qu'il ne l'avait jamais touchée. 2 amis ont confirmé son faux alibi, et la police regardait le boulanger, sympathique et respecté d'un côté, et une fille de 17 ans sans pièce d'identité de l'autre côté. Ils ont choisi de croire le boulanger. L'affaire, celle qui a été classée sans suite. Des mois plus tard, quand les corps de Sherryman Monroe et Paula Golding ont été retrouvés, et l'enquêteur Glenn Float a reçu le profil du FBI, tout a changé. L'enquêteur Float est retourné consulter les dossiers des suspects. Il a trouvé le témoignage de cette fille, de Cindy Paulson, qui était là, oubliée dans un tiroir. Il a relu le profil du FBI chasseur expérimenté. Faible estime de soi. Antécédent de rejet. Il garde des trophées, il bégaye. Robert Hansen. C'était tout? Alors Float a cherché Cindy Paulson et il lui a demandé de tout raconter à nouveau, avec des détails. Cette fois-ci, il a cru chaque détail que Cindy a décrit. La maison bleue, le chien noir, le sous-sol, les trophées accrochés au mur, l'avion dans cet aéroport, tout était vérifiable. Float a utilisé son témoignage et le profil du FBI pour convaincre un juge de délivrer un mandat de perquisition pour la maison de ce type. Dans sa voiture et aussi dans l'avion. Le 27 octobre 1983. Les enquêteurs sont entrés dans la maison de Robert Hansen. Dans le grenier, caché derrière un faux panneau, dans les poutres du toit, ils ont trouvé un arsenal. Plusieurs armes à feu, y compris le fusil. De calibre 223. Les tests balistiques ont confirmé les balles retrouvées dans les corps de Sherry Monroe et Paula Golden. Elles provenaient de ce fusil. Et ils en ont trouvé davantage. Dans un coin du sous-sol, il y avait des bijoux, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, des effets personnels de femmes qui étaient emportés disparus, des trophées, exactement comme le profil du FBI l'avait prévu. Et à la tête du lit de Hansen, caché à l'intérieur de la structure du lit, il y avait une carte aéronautique avec les 24 X. Ici, c'est un des maillons de cette chaîne criminelle. Ces X-là, ce n'étaient pas des marques aléatoires. Chacun indiquait un endroit où Hansen avait emmené une victime. Il l'avait traqué dans la forêt, tué et enterré le corps. Quand les enquêteurs ont comparé les marques avec les endroits où les corps avaient déjà été retrouvés, les points ont coïncidé. Et il y avait 12 autres X que la police ne connaissait pas. 12 endroits où il y avait probablement d'autres corps que personne n'avait encore trouvés. Confronté aux preuves, les balles, les bijoux, la carte, Hansen a essayé de tout nier pendant des heures. Il répétait sans cesse qu'il était innocent, un homme de famille, et que c'était une erreur, jusqu'à ce qu'il s'effondre. Lorsqu'il a commencé à parler, il ne s'est plus arrêté. Il a blâmé les femmes, il a dit qu'elles l'avaient mérité, qu'elles le provoquaient, qu'il rendait un service. Le procureur a proposé un accord. Hansen plaiderait coupable de 4 homicides
et ceux que la police avait réussi à prouver. Et en échange, il révélerait l'emplacement de tous les autres corps. Et il purgerait sa peine dans un pénitencier fédéral, loin de l'Alaska, Hansen. Il a accepté, en février 1984 donc. Il a volé avec les enquêteurs au-dessus de la région de la rivière Neck et a montré depuis l'avion les endroits où il avait enterré les victimes. 17 fosses. 12 d'entre elles étaient inconnues de la police. Les enquêteurs ont passé des semaines à creuser dans cette forêt glacée. Ils ont trouvé 7 corps. Les autres n'ont jamais été retrouvés. Hansen a été condamné à 461 ans de prison plus la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Après la condamnation, l'association de chasse de l'Alaska a effacé son nom de tous les livres des records. Sa femme a essayé de rester à Anchorage avec les enfants. Mais après 2 ans de harcèlement et d'humiliation, elle a demandé le divorce et a quitté l'État. Robert Hansen est mort en prison le 21 août 2014. À l'âge de 75 ans de cause naturelle. Il n'a jamais montré de remords. Et au début, j'ai demandé « Que feriez-vous si vous disiez la vérité et que personne ne vous croyait ?» Cindy Paulson, comme nous l'avons vu, à seulement 17 ans, elle a répondu à cette question. Elle a continué à raconter. La police ne l'a pas cru. Ils ont classé l'affaire, ils l'ont renvoyée. Et elle est restée en vie. Et elle a continué à répéter la même histoire jusqu'à ce que quelqu'un, des mois plus tard, a finalement écouté. Si Cindy n'avait pas fui cette nuit-là, si elle n'avait pas mémorisé le nom sur les trophées, si elle n'avait pas montré l'avion à l'aéroport, Hansen aurait continué. Le profil du FBI à lui seul ne suffisait pas. Les balles seules ne suffisaient pas. C'est le témoignage d'une fille de 17 ans que tout le système a écarté, qui a fait tomber. Un chasseur méthodique. La carte avec les 24 croix, elle a été conservée comme preuve, jusqu'à aujourd'hui. Tous les points marqués n'ont pas fait l'objet de fouilles. Ce qui signifie que quelque part dans la forêt d'Alaska, sous la mousse et la glace, il se peut qu'il y ait encore des victimes de Robert Hansen que personne n'a retrouvées. Et que peut-être, personne ne les retrouvera jamais. Et j'ai commencé à imaginer le poids pour les familles, qui encore aujourd'hui regardent dans cette carte et savent que l'un de ces points peut être l'endroit où se trouve leur fille. Mais la forêt de l'Alaska, elle refuse de la rendre. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué dans l'affaire Robert Hansen? Sa froideur, vivre avec une famille, être le boulanger respecté. Ou l'étonnante défaillance policière sur le témoignage de Cindy. Commentez ci-dessous. Merci beaucoup pour votre compagnie. Bisous du roux. Et à bientôt pour le prochain épisode.